Poser comme question, est-ce qu'il est opportun de faire des campagnes au niveau de l'ORTM Bamako, alors que les gens seraient davantage intéressés si c'était plus proche d'eux. Mais je pense que cela est lié à la nature des élections. Par exemple, l'élection législative, elle est nationale, ce n'est pas local. Vous savez, le député de Nioro, il est national. C'est vrai qu'on dit qu'il vient de Nioro, mais il est national. Et c'est pourquoi ces élections-là, nous les faisons de façon nationale. Lorsqu'il s'agit d'élections au niveau des communes, par exemple, en ce moment, il y a une décentralisation. Nous envoyons des délégations et des missions dans les stations régionales de l'ORTM en rapport avec la direction de l'ORTM. Et là, nous traitons sur place. Donc, c'est lié à la nature de l'élection. Et c'est pourquoi nous le faisons à partir de Bamako. Pour répondre à votre question, je pense que c'est ce que vous m'avez demandé. Maintenant, la deuxième question, elle concerne est-ce que nous sommes un service qui ne travaille que pendant les élections. Bien, non, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État travaille à tout moment. Lorsqu'un citoyen est lésé dans son droit sur l'ORTM, il est en droit de nous saisir. C'est souvent arrivé, ce n'est pas souvent médiatisé, mais c'est souvent arrivé. Et lorsque nous sommes saisis, nous instruisons la plainte de l'intéressé, parce que l'intéressé peut avoir raison, l'intéressé peut avoir tort. Mais s'il a raison, en ce moment, nous demandons à l'ORTM ou à l'AMAP de le mettre dans ses droits. Nous ne sommes pas que... on ne nous voit que pendant les élections, mais à tout moment, on peut nous saisir. Tout individu qui se sent lésé dans ses droits à intervenir. Il est certain aussi que il y a des gens qui aimeraient intervenir. Je n'ai pas le droit de dire que ce n'est pas de façon responsable, mais ce n'est pas parce qu'on peut parler que tout le monde peut venir dire tout ce qu'il veut. S'il saisit l'ORTM estime que non, vraiment, ça lui pose des problèmes. En ce moment, l'ORTM aussi nous saisit pour nous dire, voilà, nous avons tel litige avec un tel, qu'est-ce que vous en pensez? Et en ce moment, nous faisons vraiment, pas une enquête policière, mais nous faisons en sorte que chacun, nous ayons le dossier et de l'ORTM, les raisons de l'ORTM, ce que la plainte de l'autre, nous instruisons et nous mettons l'intéressé dans ses droits s'il le faut. C'est souvent arrivé. Nous ne sommes pas là qu'en période électorale. Est-ce que ça répond à vous? Parce qu'ils avaient voulu faire passer une déclaration d'un grand responsable. L'ORTM n'a pas voulu diffuser. Et il nous a saisis. Nous nous sommes réunis en session. Auparavant, on leur a demandé de nous donner les documents de preuve. Ils nous ont apporté les documents de preuve. Nous avons écrit à l'ORTM qui également nous a donné ses réponses. Nous avons instruit la chose et nous avons estimé que l'ORTM n'avait pas raison. Mais la déclaration en question, c'était, disons que notre jugement intervenait pas de notre faute, mais le fait de réunir les documents intervenait 10 jours après. Donc, vouloir que absolument l'ORTM revienne sur cet élément, ce serait un peu cheveux sur la soupe pour les auditeurs. Parce que quelqu'un qui regarde son journal, il voit une déclaration qui peut-être était d'actualité il y a 15 jours. Ce n'était pas bien même pour le respect du téléspectateur. Nous avons écrit à l'intéressé en lui disant qu'il a raison dans sa requête. Et que nous avons instruit à l'ORTM, nous avons écrit à l'ORTM pour qu'à l'avenir, ce genre de choses ne se renouvellent pas. Bon, l'autre, il n'a pas apprécié parce que pour lui, il fallait qu'on le passe. Mais nous avons estimé que c'était le moindre mal
que de le prendre comme tel. Donc c'est pour vous dire que nous pouvons être saisis à tout moment, mais les gens ne nous voient que pendant les campagnes électorales, malheureusement. Je crois que je vous ai dit qu'en ce qui concerne les législatives, nous sommes obligés, c'est de par la loi, à traiter de façon nationale. Mais ça rejoint aussi un peu le problème qui a été posé par l'ACEP et un autre intervenant, à savoir, est-ce qu'au niveau de l'administration territoriale, il n'y a pas lieu de décentraliser ces informations? Mais ça ne nous appartient pas, nous, en tant que CNEM. Cela ne nous appartient pas. Mais cela, l'administration peut effectivement, avec l'URTEL, peut effectivement trouver des moyens pour qu'à ce niveau-là, on puisse effectivement sensibiliser les électeurs au niveau des communes, au niveau des cercles, quoi. Hein? Donc, dans leur cadre, l'élection présidentielle, l'élection législative, ça c'est national. Nous le traitons de façon nationale. Les autres élections, ça c'est de communes et là nous décentralisons nous-mêmes également dans les communes. Le message s'intéresse à l'ensemble des populations. Maintenant, est-ce que les populations de Caille vont être intéressées par un message donné par les candidats de Sikasso? Cela, c'est laissé à l'appréciation des populations de Caille. Mais le message que le député qui doit être relié à Sikasso doit prendre en charge les préoccupations nationales. Parce qu'il est élu pour la nation. Il n'est pas élu pour la circonscription électorale de Sikasso. Maintenant, les messages spécifiques qui pourraient être diffusés pendant la campagne par le ministère de l'Administration pour l'enlèvement et la distribution des cartes, d'autres messages, peuvent être des messages décentralisés. Mais les messages des députés, des candidats à la députation ne peuvent pas seulement se limiter à sa circonscription. Sinon, comme on le dit, aucun mandat, il n'y a pas de mandat impératif. Ça veut dire que le député n'est pas de Sikasso. Il est élu à Sikasso, il n'est pas de Sikasso. Et généralement, les messages qui sont le plus souvent véhiculés, normalement ne devraient pas, parce qu'il faut entièrement qu'il y ait une sensibilisation, une éducation dans ce sens. C'est que nous attendons des slogans de campagne ne sont pas des slogans de campagne qui devraient provenir des députés, parce que les députés parlent comme si c'était des maires. Alors que ce n'est pas ça. Le député, c'est le vote de la loi, c'est le contrôle de l'action gouvernementale, c'est le vote du budget. Le reste, ce n'est pas le député. Mais les messages, quand on suit les messages des candidats, on a l'impression qu'on a affaire à des élections communales. Ce n'est pas des élections communales. Merci. Revue de presse, puisque lorsque les radios et les télévisions reprennent dans leur revue les articles de presse, ils prolongent les faits et ils valorisent ces articles de presse. Donc je serais très mal placé pour dire du mal des revues de presse en général. Mais je connais aussi la revue de presse de Clédou. Mais je voudrais que M. Doumbia accepte de reconnaître qu'il y a une profusion de revues de presse non professionnelles, sensationnalistes et peu attachées à repercuter la qualité des articles. C'est des revues de presse en fait qui, comme critère de sélection des articles, prennent les choses les plus, disons, voilà, farfelues et les plus retentissantes. Donc moi je ne peux pas appeler cela une revue de presse, mais je peux appeler ça un phénomène qu'il faut contenir et qu'il faut neutraliser en période électorale, parce que ça peut semer le trouble partout. Ça veut dire, vous avez dit il n'y a pas de... Une fois, pour moi également, je ne serais pas d'accord avec vous lorsque vous dites oui, c'est écrit et c'est signé. Non, je crois que je m'excuse. L'écriture et la signature n'est pas le critère premier de la cohérence et de l'intelligence de ce qui est fait. Si, en tant que professionnel de l'information, vous avez un doute sur l'information qui figure dans un journal, je ne pense pas que vous la repreniez. Si vous avez un doute sur la vraisemblance des faits qui sont invoqués, M. Doumbia, vous n'allez pas les reprendre. Ça, j'en suis certain. Parce que je connais aussi la revue de Clédou. Donc il n'est pas question de limiter la liberté de l'auteur de la revue de presse. Mais il est question de ne pas laisser le champ libre à ceux qui font de la revue de presse quelque chose qui a le nom de la revue de presse,
mais qui en fait n'est pas une revue de presse. C'est une tribune sur laquelle quelqu'un se déchaîne en s'appuyant sur les articles de journaux. Donc il faut qu'on se comprenne. Je n'ai rien contre les revues de presse, mais en tant que professionnel, je ne peux pas mettre parmi les auteurs de revues de presse les personnes qui s'adonnent à ce genre de pratique. La deuxième chose, c'est une question de hier. Il a dit, est-ce que, pour le déséquilibre de l'information, vous savez, le déséquilibre de l'information sur une radio ou bien une télévision privée, c'est le traitement préférentiel accordé à un candidat. Il y a vous qui êtes dans la salle, vous savez, dans chacun de vos organes, il y a des espaces d'information pour les élections. Et lorsque quelqu'un revient fréquemment, revient avec, des commentaires flatteurs, avec une approche indulgente, avec une approche parfois complaisante, il y a un déséquilibre dans le traitement de l'information par rapport aux autres candidats. Bon, maintenant, je crois que ce n'est pas nécessaire de créer un comité d'égal accès aux radios et aux télévisions privées. Les radios et télévisions privées sont des entreprises de presse qui ont pris le risque d'aller dans ce secteur et qui, au moment de la campagne électorale, ont le souci légitime d'essayer de rentabiliser un peu ce qu'elles ont fait comme investissement. Donc, c'est une matière commerciale, sur la matière commerciale, sur la matière, comment ça s'appelle, commerciale, on ne peut pas leur discuter, mais on doit leur rappeler que malgré toute la liberté dont elles bénéficient, il est bon que quand même une équité de traitement soit réservée aux compétiteurs. Et d'habitude, lorsque l'équité de traitement est violée, la sanction qui vient de la HAC, d'habitude, ce n'est même pas une sanction, c'est d'abord un avertissement. Pour dire, bon, vous êtes en train d'avoir une approche qui n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on attend d'un organe de presse en période électorale. Et ça peut amener très facilement l'organe de presse à rectifier sa ligne. Studio Tamani a dit, quelles sont les sanctions d'abord qui sont à la disposition de la HAC? La HAC est une administration indépendante. Donc ça veut dire que toutes les mesures qu'elle peut prendre en termes de sanctions sont des mesures administratives qui vont de la mise en demeure. Par exemple, disons, comme tout de suite le cas du déséquilibre de l'information ou bien de la revue de presse maladroite. On peut faire une mise en demeure en disant que ce que vous faites n'est pas tout à fait approprié. Au-delà de la mise en demeure en cas de récidive ou bien en cas d'inconduite encore plus prononcée, vous avez la HAC a la capacité de suspendre une émission et elle a la capacité de suspendre un organe de presse si effectivement le manquement est très grave. Bon, maintenant, notre autorité se limite aux médias et les tweeters. Donc le tweet n'est pas un genre journalistique. C'est, disons, une forme d'expression que peut utiliser un journaliste pour prolonger, disons, l'intérêt qu'il porte à un sujet. Donc, le tweet l'appréciation du tweet n'entre pas dans le champ de compétences de la HAC. Ouais, je pense que ça doit être les principales questions qui ont été posées. Effectivement, je pense que le coronavirus aujourd'hui est considéré comme, je pense, une pandémie, une grande menace pour la santé publique. Il y a eu des débats au niveau du Conseil des ministres. Les 10 mesures que nous avons eu à prendre, ces mesures ont été largement diffusées. Mais pour nous, il ne s'agit pas de créer la panique. C'est des mesures qui vont évoluer graduellement. Pour le moment, nous demandons à ce que des précautions soient prises. Maintenant, pour les meetings politiques, on fait appel au sens de responsabilité des acteurs politiques
et demander également à ce que les précautions qui ont été édictées puissent être respectées. Mais comme le coronavirus n'est pas encore décédé au Mali, il ne faudrait pas que nous créions assez de panique, mais chaque fois qu'il y aura évolution, les mesures vont certainement se renforcer. Donc c'est ce que je peux dire à ce niveau. Donc chacun, on fera appel vraiment au sens de la responsabilité et demander à la population d'être très vigilante et de respecter également les 10 mesures pour le moment, surtout les mesures d'hygiène qui doivent suivre ou anticiper par rapport à cette pandémie.